Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Nous allons voir aujourd'hui les règles solo de Heroes of Might and Magic 3 avec le scénario 2 de la campagne des humains. Je vais faire quelques manches d'exemples et ensuite on reviendra sur quelques points de règle. Pour commencer, on regarde l'étape 1 qui nous dit qu'à la manche 1, nous allons directement à l'étape 3. Et à l'étape 3, la première chose à faire c'est de piocher le nombre de cartes maximum de notre main qui est indiqué ici sur le plateau héros. Pour moi, c'est 4. Après avoir pioché mes cartes, je peux maintenant faire mes actions. Durant mon tour, les actions possibles sont le déplacement, l'achat d'un bâtiment dans mon château, ou l'achat d'un héros secondaire, ou alors des unités pour mon armée. Ou encore améliorer les unités pour mon armée. Pour ma première action, je décide de bouger sur la case qui est ici. Donc c'est une mine gardée par des ennemis neutres de niveau 1. Alors les ennemis sont de niveau 1 et mon héros est de niveau 1. Donc ça lance un combat. Si le niveau ici avait été inférieur au mien, les ennemis auraient fui et ça n'aurait pas déclenché de combat. Du coup, pas d'expérience. Pour ce qui est d'expérience, si je gagne ce combat, vu qu'il est de mon niveau, je gagnerai un point d'expérience. Si j'arrive à battre des ennemis qui ont un niveau au moins 1 supérieur au mien, je gagnerai 2 expériences. Le combat peut maintenant commencer. Première chose à faire, je place mes unités de départ sur le plateau. Ma zone se trouve ici et la zone des ennemis ici. Les unités à distance sont placées à l'arrière. Et je place comme je veux mes autres unités sur la ligne de devant. Il faut savoir qu'on ne peut pas déployer plus de 5 unités. Alors, on peut en avoir plus dans sa garnison, mais maximum 5 peuvent rejoindre le combat. Donc je vais maintenant placer les ennemis. Alors, on est en difficulté normale et c'est un ennemi de niveau 1. Donc j'ai un ennemi bronze devant moi. L'ennemi est un troglodyte avec une initiative de 6, 3 points de vie, 1 de défense et 2 d'attaque. Et une capacité, cette unité ignore les effets de pétrification. En solo, les ennemis se placent de gauche à droite. À gauche, l'unité qui a le plus d'initiative. Et à droite, celle qui en a le moins. Les unités ennemies à distance se mettent sur la ligne de derrière. Le combat peut maintenant commencer. Dans un combat, on a le droit de lancer un seul sort par tour. Un tour, c'est une fois que toutes les unités se sont activées une fois. C'est l'unité qui a le plus d'initiative qui commence. En cas d'égalité, c'est celui qui attaque qui commence. Ici, mon griffon a une initiative de 6, mon halbardier a une initiative de 4, et mon arbalétrier une initiative de 4. Le troglodyte a 6, mon griffon a 6 aussi, mais vu que je suis l'attaquant, c'est moi qui commence. Une unité volante ou une unité au corps à corps peut se déplacer de 3 avant d'attaquer, alors qu'une unité à distance peut se déplacer de 1, mais ne pourra plus attaquer après s'être déplacée. Les déplacements ne peuvent jamais se faire en diagonale. Je déplace mon griffon de 1, et j'attaque directement la troglodyte. Mon griffon a une attaque de 2, et la troglodyte a une défense de 1. Mon attaque va être modifiée par ce dé, qui peut aller de -1 à +1. Avant de lancer le dé, je peux décider d'utiliser des cartes de ma main pour améliorer la puissance de mon attaque. Par exemple, je décide d'utiliser ma carte attaque qui instantanément me rajoute +1 en dégâts. Du coup, j'attaque avec une puissance de 3 et lui n'a qu'une défense de 1. Je lance maintenant mon dé. Et pour rappel, je ne peux pas utiliser de carte après avoir lancé mon dé.
0. Donc mon attaque n'est pas modifiée. J'attaque à 3, il a 1 de défense, donc il prend 2 dégâts. Ma carte est défaussée. Alors, toutes les unités peuvent effectuer une riposte une seule fois par tour. Ici, la troglodyte vient d'être attaquée, elle va riposter. Elle fait un +1 alors qu'elle a déjà 2 d'attaque, donc elle m'attaque à 3. Mon griffon n'a pas de défense, donc je prends directement 3 dégâts. Ce qui fait que mon griffon n'a plus qu'un point de vie. C'est maintenant au troglodyte d'attaquer. Elle attaque encore avec +1. Ça fait 3 d'attaque. Mon griffon n'a plus qu'un point de vie. Il est mort. Mon arbalétrier et mon halbardier ont la même initiative de 4. Je peux alors choisir qui commence en premier. Je vais tirer à distance avec l'arbalétrier. Alors, une unité à distance peut attaquer n'importe qui sur le plateau, mais il faut savoir que s'il attaque une unité qui est sur la ligne arrière, alors que lui aussi est sur la ligne arrière, il subira un malus. Le malus est de lancer 2 dés et de prendre le moins bon résultat. Si une unité à distance attaque au corps à corps, elle subit le même malus. L'arbalétrier est assez près pour ne pas subir un malus. Je lance donc un dé. 0. Avec une attaque de 2, il a une défense de 1, il prend alors un dégât, et il est mort. Le combat est terminé. À la fin d'un combat, tous les jetons blessures de mes unités sont retirés. Autre précision sur les combats, lorsqu'une de mes unités doit s'activer, je peux décider de fuir le combat. Si je fuis le combat, les unités mortes durant le combat ne reviennent pas, et votre héros retourne sur la case d'où il vient. Une chose aussi à savoir sur les cartes d'unités de faction, chaque carte a 2 côtés différents. On est sur le côté quelques unités, et ici, sur le côté groupe d'unités, donc la version améliorée. Si je dispose de la version améliorée, admettons que j'ai cette unité durant le combat, si ici je me prends plus de 2 dégâts, elle retourne sur sa face quelque, et elle prend l'excédent de dégâts. Donc en gros, si je me prends 4 dégâts sur cette face-là, l'unité est détruite. Si durant le combat, mon unité est passée de groupe à quelque, en fin de combat, elle ne repassera pas en groupe. Il faudra encore payer son coût d'amélioration, qui est de 3 pièces. Ici, nous avons le coût d'achat. Nous verrons un peu plus tard comment acheter et améliorer l'unité grâce au bâtiment de notre château. Quand c'est à une de mes unités de s'activer, elle peut faire 3 choses. Bouger et attaquer, ou se mettre en posture défensive. Si je choisis de me mettre en posture défensive, je gagne un jeton. Si je subis une attaque ennemie alors que j'ai ce jeton bouclier, je vais pouvoir lancer un dé de défense après son dé d'attaque. Par exemple, le troglodyte a un modificateur de -1. Grâce à mon jeton bouclier, je peux jeter un dé après son dé d'attaque. Sur un +1, j'aurais eu +1 en défense, qui aurait mis donc ma défense à 2 lors de cette attaque. Le jeton bouclier est défaussé quoi qu'il arrive. Si mon unité s'active alors qu'elle a encore un jeton bouclier sur elle, le jeton est retiré et elle ne pourra plus se mettre en posture défensive ce tour-ci. Il faudra qu'elle attende le prochain tour. Alors, je ne suis pas encore tombé sur un scénario où c'est le cas, mais je vais quand même expliquer comment ça se passe en cas d'attaque sur un château avec des fortifications. Donc vous mettez en place les cartes murailles, ainsi que la carte tourelle qui va à l'ennemi. L'effet des murailles ici est que les attaquants vont être bloqués et vont être obligés de détruire les murailles avant de pouvoir attaquer les autres unités. Chaque mur a un point de vie. Ils ne peuvent être attaqués que par les unités au corps à corps. Les unités à distance attaquantes peuvent attaquer par-dessus les murs, mais subissent un malus si l'unité en face est derrière un mur. Par exemple, si mon unité à distance est ici, que ces 3 murs-là sont détruits,
Cette unité-là est toujours protégée par le mur qui est en face d'elle. Donc l'unité à distance subit un malus lorsqu'elle tire sur cette unité. Le malus, c'est -1 d'attaque. Attention aussi à ne pas oublier la carte tourelle, qui est considérée comme une unité, mais qui ne peut être ciblée que par des attaques à distance. J'ai donc gagné un combat de niveau 1, je gagne donc un point d'expérience. Et pour rappel, si le niveau du combat avait été plus élevé que mon niveau actuel, j'aurais gagné 2 points d'expérience. Avant de continuer la manche, on va s'attarder un peu sur le plateau joueur. Ici, on peut voir que j'ai qu'un seul bâtiment de construit, la forge, qui me permet de recruter des unités de type bronze. On les reconnaît avec l'étoile ici. Ce qui va me permettre de pouvoir racheter le griffon qui est mort pour 4 pièces d'or. Donc je dépense 4 pièces d'or pour le racheter et il va dans ma garnison. Pour améliorer mes unités, donc ici 6, il faut que j'ai un bâtiment spécial qui est la citadelle. Donc la citadelle, on peut lire « Débloque amélioration des unités. Lorsque vous êtes assiégé, ajoutez 3 cartes murailles, une porte, une tourelle au plateau de combat. » On peut voir ici le coût de la citadelle. Une fois que je l'ai acheté, je pourrais améliorer mes unités de type bronze. Et donc les retourner sur la face groupe. Une fois par manche, j'ai le droit de construire un bâtiment. Une fois que je paye le coût de construction, je retourne le jeton bâtiment pour signaler que je ne peux plus en acheter cette manche. Le jeton d'à côté permet d'acheter et améliorer autant d'unités qu'on veut durant une manche, ou se payer un héros secondaire, mais pas les deux. C'est-à-dire que je décide soit d'améliorer et d'acheter autant d'unités que je veux, ou alors de m'acheter un héros. Le héros secondaire coûte 10 pièces d'or. Il n'a que 2 points de déplacement. Quand il déclenche un combat, vous prenez les mêmes unités que votre héros principal, sauf que dans ce genre de combat, vous ne pourrez pas utiliser de cartes de votre main. Lors de la partie, on ne peut disposer que d'un seul héros secondaire. Le héros secondaire ne gagne également pas d'expérience. Le troisième jeton se retourne qu'une fois que vous avez construit la guilde des mages. La guilde des mages, le voici. L'effet de la guilde des mages est marqué ici. À la construction, on fait une action de fouiller 2, magie 2 fois. Et ensuite, chaque tour, et une fois par tour, vous pouvez utiliser la guilde des mages, donc à l'utilisation, on retourne ce jeton, pour aller chercher des nouveaux sorts. Alors, je vais en profiter pour parler de l'action fouiller. Alors ici, on a un fouiller 2 dans la pile magie, par exemple. Ça signifie que vous avez 2 choix. Soit vous prenez 2 cartes de la pile de magie, vous en choisissez une et défaussez l'autre. Soit vous prenez la dernière carte qui se trouve dans la défausse de cette pile. Et enfin ici, on va retrouver les 3 pistes de production. À chaque manche de revenus, on va toucher ce qui est indiqué en dessous le cube. Si en début de tour, vous n'avez plus de cartes à piocher, vous mélangez votre défausse pour refaire une nouvelle pioche. Certaines cartes ont un effet expert. Cette carte puissance améliore de 1 de base un sort. Si j'utilise son effet expert, ça l'améliore de 2. En montant de niveau, vous gagnez des effets experts. On peut voir qu'au niveau 2, j'aurai le droit d'utiliser un effet expert d'une carte. Au niveau 4, 2. Et au niveau 6, 3. Sur le plateau principal, j'ai gagné cette mine. Donc je mets un cube de ma couleur pour le revendiquer. Cette mine me permet d'avoir 2 ressources en plus à chaque manche de revenus. Pour l'indiquer, je bouge mon cube sur la piste de la ressource concernée. J'utilise mes 2 derniers points de mouvement pour aller sur cette case. Cette case ne contient pas de numéro, donc pas de combat. Par contre, elle a un bonus. Ici, je gagne 3 pièces d'or. Ce bonus n'est utilisable qu'une seule fois. Pour signaler que je suis déjà venu ici, je mets un cube noir. La différence avec la mine, c'est que un autre joueur, ou une IA, peut venir me la prendre. Et donc mettre sa couleur à la place de la mienne. Du coup, je perdrai les ressources par manche qui sont indiquées ici, et le nouveau joueur les gagnera. Mais ici, si un autre joueur vient sur cette case, il ne se passera rien. Je n'ai plus de points de mouvement, je ne désire pas acheter de bâtiment cette manche. J'ai déjà utilisé le jeton de population pour racheter mon griffon qui est mort en combat. La manche est maintenant terminée. Je passe alors à la manche numéro 2. À savoir aussi que les manches de revenus sont sur la ligne du haut,
et les manches des astrologues sont sur la ligne du bas. À chaque début de manche d'astrologue, il va falloir piocher une carte comme ça. On va suivre les étapes. Avancer le marqueur sur la piste, c'est fait. On revient à l'étape 1. S'il s'agit d'une manche de revenus, chaque joueur gagne ses revenus, c'est pas le cas. S'il s'agit d'une manche des astrologues, piocher et appliquer une carte programmation des astrologues. Alors j'en pioche une. Jusqu'à la prochaine manche des astrologues, tous les sorts des écoles de l'air et de l'eau sont lancés avec une puissance de +1. L'étape d'après est de retourner face visible les jetons population construction et grimoire. Ensuite c'est de nouveau mon tour. Je dois piocher autant de cartes que mon maximum. Donc moi c'est toujours 4. J'ai que 3 cartes en main. Je peux décider d'en défausser autant que je veux pour en repiocher jusqu'à en avoir 4. Ces cartes-là, je vais les garder et je vais juste piocher une nouvelle carte. Bien évidemment, je regagne mes déplacements. À chaque nouvelle manche de votre scénario, vérifiez s'il n'y a pas un événement programmé qui se déclenche. Certaines cartes peuvent être aussi déclenchées à tout moment. Pour l'exemple, je vais utiliser la carte commandement, donc je la défausse pour gagner un moral positif. Le moral positif peut être utilisé de 3 manières différentes, et à tout moment dans le jeu, pour piocher une carte dans le deck de héros, défausser autant de cartes de ma main, puis piocher le même nombre dans mon deck, ou relancer un dé. Il faut savoir qu'un jeton moral, on peut en avoir qu'un seul, et on peut aussi avoir un jeton moral négatif. Si j'obtiens un jeton moral négatif et que j'ai un jeton positif, mon jeton positif est défaussé. Si j'obtiens un moral négatif et que j'ai pas de jeton positif, j'obtiens un jeton négatif. Si j'obtiens un autre jeton négatif, et comme je peux pas en avoir deux, je gagne un malus, qui est que je dois défausser toutes mes cartes de ma main à la fin de mon tour. Par contre, si je gagne un jeton moral positif alors que j'en ai déjà un négatif, je perds juste le négatif. Je vais maintenant déplacer mon héros. Donc un mouvement. Ensuite, ici, pour découvrir une nouvelle tuile, je dois dépenser un mouvement. Et j'utilise mon dernier mouvement pour avancer sur la nouvelle tuile. Je ne désire toujours pas construire ni d'acheter d'unité, et je déclare donc la fin de manche. Je passe à la manche numéro 3, qui est une manche de revenus. Donc je gagne 10 pièces d'or, 2 ressources, et 0 cristaux. Je retrouve mes points de mouvement. J'ai 3 cartes en main, j'en pioche une, pour en avoir 4, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Nous allons maintenant parler du joueur IA. Donc sur certains scénarios, l'IA peut avoir un ou plusieurs héros. Le héros de l'IA joue après votre tour dans la manche, et a aussi 3 points de mouvement. La priorité du joueur IA, c'est de vous attaquer si vous êtes présent sur sa tuile. Sinon, il va dans une zone revendicable la plus proche. Donc ici c'est une mine. Le héros contrôlé par l'IA réussit automatiquement tous ses combats contre les unités neutres. Ici, il acquiert de la mine directement. L'IA doit aussi dépenser un mouvement pour retourner une tuile. Sinon, par défaut, l'IA se dirige vers le château du joueur. Pour rappel, sur votre scénario, vous pouvez voir l'armée du héros IA. On revient maintenant sur les combats avec quelques petites précisions. Alors, pour le placement des unités, il faut savoir que le joueur qui attaque placera toujours ses unités en premier, et ensuite le joueur défenseur en deuxième. Cette règle est importante pour la carte tactique, qui dit au début d'un combat, vous pouvez intervertir les positions de 2 de vos unités. C'est-à-dire que si vous êtes l'attaquant, cette carte vous permet de bouger 2 de vos unités après que l'adversaire ait placé les siens, mais avant le combat. Alors, lors d'un combat contre un héros IA, à chaque fois qu'une unité de l'IA s'active, on va devoir piocher une carte de son deck. Ici, au moment où la manticore va s'activer, je vais piocher une carte. C'est une carte attaque. L'unité s'apprêtant à attaquer gagne +1 en normal. Donc la manticore a 5 d'attaque de base. Grâce à cette carte, elle en a 6. Les monstres contrôlés par l'IA, ainsi que les unités neutres, ont des priorités d'attaque. La manticore est de rang or. Du coup, elle va chercher à attaquer quelqu'un du même rang qu'elle. Ici, mon champion. Si elle ne parvient pas à atteindre une unité de même rang, elle attaquera une unité de rang inférieur. Sinon, une unité de rang supérieur. Si le monstre a plusieurs cibles valides, il attaquera toujours le plus proche. Petite précision sur les cartes sorts. Imaginons que je lance une flèche magique et que j'utilise une puissance en plus. Ma flèche magique
fera 2 dégâts. Je peux cibler n'importe quelle créature ennemie et lui infliger 2 dégâts, sachant que l'armure de l'ennemi ne compte pas. Donc il est obligé de se prendre 2 dégâts. Et pour rappel, on ne peut lancer qu'un seul sort par manche de combat. Lors d'un combat contre des unités neutres, il se peut qu'un tour de combat ne suffise pas. Si vous avez besoin d'un tour supplémentaire, vous devez dépenser un mouvement de votre héros. Si c'est pas possible, vous êtes obligé de fuir le combat. Par contre, si vous combattez un héroïa ou une unité neutre qui contient au moins une unité de type Azur, vous avez un nombre de manches de combat illimité. Petite précision aussi sur le gain niveau. J'ai dit tout à l'heure que si je bats des unités neutres de mon niveau, je gagne 1 point d'expérience. Si je bats une unité neutre qui a un niveau de plus que moi ou plus, je gagne 2 points d'expérience. Mais il y a aussi un troisième cas. Si je bats une unité de type Azur, je passe directement au niveau 7. Si le deck du héros de l'IA n'a plus de cartes, ne pas remélanger la défausse pour reformer un deck. Il ne piochera tout simplement plus de cartes.